Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes heureux de vous retrouver pour aborder l'histoire d'un personnage de cette si formidable saga qu'est Harry Potter. Nous sommes d'autant plus heureux que nous allons vous présenter aujourd'hui une personnalité extraordinaire et incroyable en la personne de Ginevra Weasley. Alors, tout de suite vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce prénom bizarroïde? Il s'agit pourtant bien en réalité de son patronyme complet, même si nous emploierons bien entendu par la suite son diminutif Ginny, comme c'est le cas et dans les romans et dans les films Harry Potter. Nous sommes vraiment particulièrement heureux de pouvoir plonger finalement dans l'histoire de ce personnage majeur de la saga Harry Potter, car aussi bien sa personnalité que sa place dans l'histoire en font peut-être l'un des atouts majeurs du roman, bien qu'elle ne soit qu'un personnage secondaire parmi une kyrielle d'autres personnages, mais c'est vrai que son histoire aura quand même de l'importance. C'est donc dans son histoire et aussi finalement dans sa manière d'aborder les événements qui surviendront tout au long de l'aventure de Harry Potter que nous allons plonger, et nous espérons que ce voyage un peu en terre Weasley vous plaira. Nous avons pour le coup la chance de très bien connaître l'histoire de Ginny qui a très largement été documentée au fur et à mesure des livres, mais aussi dans les différentes déclarations qu'a pu faire J.K. Rowling. Comme à notre habitude, et c'est plutôt logique, nous allons évidemment aborder sa jeunesse, sa petite enfance, car elle est constitutive de certains ressorts intrinsèques à sa personnalité et à sa manière d'aborder le monde. Ginny Weasley vient au monde en août 1981 et est donc la plus jeune enfant de la famille Weasley, mais aussi la seule fille de cette fratrie pour le moins imposante. Il faut savoir également que d'un point de vue purement généalogique, elle est la toute première fille depuis un bon moment puisque son père n'a eu que des frères et son père avant lui n'a pas connu non plus de sœurs. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le gène féminin ne semblait pas particulièrement développé chez sa famille. Elle sera d'ailleurs la dernière fille de la fratrie puisque Arthur et Molly Weasley n'auront évidemment pas d'autres enfants par la suite. Ginny vit ses premières années d'existence dans un contexte pour le moins particulier qui est la fin de la toute première guerre des sorciers, mais aussi une période très difficile où les forces de l'ordre du Phénix sont pour le moins dans une situation excessivement délicate. La famille Weasley compte déjà plusieurs enfants: Bill, Charlie, Percy, Fred et George, et évidemment le petit dernier, Ronald, ce qui fait déjà un peu de monde dans la maisonnée. Si Arthur est impliqué de manière relativement lointaine dans les activités de l'ordre du Phénix, c'est en réalité les deux frères de Molly Weasley qui se battent de manière accrue contre les Mange-Morts. Ils seront d'ailleurs malheureusement assassinés peu de temps avant la naissance de Ginny, laissant ainsi Molly privée de ses deux grands frères. On sait que c'est Antonin Dolohov qui a tué lors d'un raid ses deux membres emblématiques de l'ordre du Phénix. Elle arrive donc dans ce contexte très lourd où rien ne semble pouvoir arrêter Voldemort et les forces du mal. C'est en somme la seule et unique bonne nouvelle depuis des mois pour Molly Weasley qui vit chaque jour dans la peur qu'il arrive quelque chose à sa famille et notamment à ses enfants. 2 mois plus tard, Harry Potter mettra fin à cette première guerre des sorciers en détruisant Voldemort, le privant ainsi de son enveloppe physique pour en faire une sorte de parasite. La guerre est donc finie et cela va forcément ramener un peu de sérénité chez les Weasley. En somme, on peut dire que la période n'était pas simple mais que la défaite de Lord Voldemort ouvrait une page pour le moins radieuse et que de beaux jours se présentaient devant la toute jeune Ginny Weasley. Seulement, tout cela aurait pu être le cas si J.K. Rowling n'avait pas la fâcheuse habitude de corser toujours un peu l'histoire de ses personnages en faisant soit des souffres-douleurs, soit des martyrs, ou tout du moins des personnages dont l'enfance crée des trous béants dans la manière dont ils aborderont leur vie plus tard dans la vie. Évidemment, Ginny n'échappera pas à ce traitement car même s'il s'agit d'une enfant on ne peut plus chérie car tellement attendue, on constatera que son enfance n'a pas toujours été de tout repos et qu'elle en a même ressenti un certain inconfort qui aura des répercussions pour le moins désastreuses bien plus tard dans sa vie de jeune fille. La vie au terrier, si elle apparaît franchement idyllique en comparaison de ce qu'a pu vivre Harry Potter à Private Drive, n'est pas non plus tout à fait une sinécure. Ginny grandit dans un environnement très masculin et avec des frères pour la plupart nettement plus âgés qu'elle. Elle est donc, en plus d'être la dernière de la fratrie, la seule fille et qui évidemment n'a pas les mêmes capacités ni les mêmes centres d'intérêt aux yeux de ses propres frères. Par exemple, très rapidement, Ginny développera un intérêt assez prononcé pour le Quidditch, sport auquel ses frères s'adonnent dans le jardin de manière régulière. Jugée trop jeune, elle est interdite de se joindre au parti familial et en ressent une peine immense. Mais Ginny est tout sauf du genre à s'abattre, bien au contraire. Elle est même une personne assez déterminée dans la mesure où elle se trouve suffisamment maligne pour, dans le dos de ses frères, se servir des balais et s'entraîner toute seule au Quidditch. Par chance, elle ne sera jamais prise sur le fait, enfin, on dit par chance, mais en réalité, dès l'âge de 6 ans, Ginny se montrait particulièrement douée et ça aurait franchement été du gâchis qu'elle n'exerce pas ses talents dès le plus jeune âge. Elle ne révélera que cette partie de sa jeunesse seulement 8 ans plus tard lorsque Hermione dévoilera l'information dans un accès de colère à Fred et à George. En plus du Quidditch, Ginny développe une autre passion très tôt, celle de Poudlard, où elle rêve d'entrer depuis qu'elle suit année après année les différentes rentrées scolaires de ses frères. Pour elle, Poudlard semble être à la fois un rêve mais aussi un peu quelque part une manière d'exister par elle-même, car on a le sentiment parfois que faire partie d'une fratrie aussi masculine est quelque chose de relativement pesant et que la place qu'elle souhaite occuper n'est pas nécessairement celle qui lui est assurée. Pourtant, son entrée à Poudlard devra attendre et elle encaissera chaque rentrée de ses frères à Poudlard où elle ne sera finalement qu'une simple spectatrice. C'est d'ailleurs dans cette dimension
attention que nous la découvrons lors de l'arrivée de Harry Potter sur le quai de la voie 9 3/4 à King's Cross. Harry, ce jour-là, ne sait pas qu'il s'apprête à faire la connaissance de sa future femme, et pourtant, perdu au milieu des voyageurs, tous plus étranges les uns que les autres, c'est Molly Weasley qui lui expliquera comment passer la barrière invisible du quai. Au premier rang, Ginny Weasley ne manque pas le spectacle. Évidemment, comme toute personne vivant dans le monde des sorciers, Ginny Weasley sait pertinemment qui est Harry Potter, et lorsqu'elle apprend sa présence dans le train, son sang finalement ne fait qu'un tour. Elle cherche absolument à l'apercevoir et le guette, mais malheureusement sans succès. Elle était tellement dépitée sur le quai à la fois de ne pas aller à Poudlard, et entre nous de ne pas aller à Poudlard surtout avec Harry Potter, qu'elle finira même en larmes. Forcément, cette année sera plus difficile pour Ginny, car d'une part, elle se retrouve pour le coup toute seule au terrier, et en même temps éloignée de l'attraction principale de l'année, à savoir la présence de Harry Potter à Poudlard. On sait d'ailleurs qu'elle harcèlera littéralement ses frères par hibou pour avoir des informations et guette à chaque détour de phrase des brides d'informations sur ce que devient Harry Potter. Elle sera évidemment au retour du train en juin et sera particulièrement excitée, disons-le, de revoir enfin le célèbre Harry Potter. Alors, c'est ici que cette première apparition dans le monde potterien s'arrête, et rien ne l'a prédestiné à devenir finalement un personnage central du second chapitre de cette aventure. Pourtant, J.K. Rowling avait dès le premier roman planté la graine pour faire de Ginny Weasley un personnage transitant du stade de l'anecdotique à celui de l'élément quasi central de l'intrigue de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous le savez, nous adorons chez J.K. Rowling cette capacité extraordinaire à créer des personnages qui sont complexes, déterminés et dont les ressorts intrinsèques à leur personnalité vont servir la grande aventure qu'elle nous propose à travers les 8 livres de la saga Harry Potter. Lorsque nous retrouvons Ginny au terrier durant l'été qui précède sa première entrée à Poudlard, nous découvrons beaucoup plus en profondeur une toute jeune fille, et le moins que l'on puisse dire c'est que dès le départ, malgré l'approche un peu comique de son personnage, on s'aperçoit directement que quelque chose ne va pas chez elle. Lorsque Harry Potter est exfiltré un peu manu militari de Private Drive pour être ramené au terrier par Ron, Fred et George, on découvre une Ginny excessivement timide, pétrifiée même par l'amour qu'elle porte à Harry Potter. Ginny passe le plus clair de son temps à s'enfermer dans sa chambre et à observer discrètement Harry Potter. Elle doit aussi encaisser les remarques un brin manqueuses, il faut le dire, de ses frères qui ont bien compris que Ginny développait une petite obsession pour le héros à la cicatrice si célèbre. Ginny est clairement amoureuse de Harry, c'est une évidence ô combien compréhensible, mais il y a dans le personnage de Ginny quelque chose de touchant, mais aussi de totalement tragique. Si cette romance naissante est pour le moment à sens unique, elle n'en demeure pas moins touchante car son approche est parfaitement illustratrice d'une manière pour le moins enfantine mais aussi romantique, d'effleurer ainsi du doigt les premiers émois de l'enfance. Cependant, elle demeure aussi tragique dans la mesure où elle se retrouve bien seule face à ses sentiments et face à la difficulté de ne pouvoir les exprimer à une autre fille par exemple. Elle demeure donc seule dans sa tourmente sentimentale et cela aura évidemment les conséquences que vous connaissez. Si Ginny reste très discrète pendant le séjour de Harry au terrier, enfin discrète dans son genre, elle sera bien obligée de sortir de sa chambre pour se rendre sur le chemin de traverse. Geste presque anodin pour une jeune sorcière qui se rend, on l'imagine, de manière assez régulière depuis des années sur cette célèbre allée, mais qui va cette fois-ci changer à jamais son destin sans qu'elle ne puisse évidemment l'imaginer une seule seconde. On sait que la rentrée chez les Weasley est toujours un moment assez compliqué dans la mesure où ils ne bénéficient pas d'une surface financière monumentale et qu'ils ont tendance à racler quand même les fonds du coffre familial à Gringotts pour tout au mieux acheter des affaires d'occasion. Si les années précédentes, ils réussissaient quand même à recycler un certain nombre de livres de frère en frère ou même des habits, en l'occurrence pour Ginny, il faut absolument tout acheter en tant que toute première fille de la famille. Cela coûte évidemment très cher et une fois de plus, il faudra se tourner vers des articles uniquement de seconde main pour réussir le tour de force de venir à bout de la très longue liste de fournitures scolaires pour Poudlard. Alors, qui dit liste de fournitures scolaires dit forcément un détour par la librairie Florian Blatz, qui se trouve être, ce jour-là, le lieu de réception d'une séance de dédicace de l'incroyable Gilderoy Lockhart, dont on vous parlait d'ailleurs dans une autre vidéo, et dont Molly Weasley est évidemment une fan absolue. Gilderoy, ne manquant jamais un bon coup de communication, profitera de la présence de Harry Potter pour annoncer la grande nouvelle de son arrivée à Poudlard en tant que nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Draco Malfoy, qui assiste à la scène, ne se prive absolument pas de faire une réflexion fort peu agréable à Harry Potter, ce qui entraînera une réaction pour le moins inattendue de la part de Ginny, qui sortira, une fois n'est pas coutume, de sa réserve et s'en prendra directement à Malfoy pour défendre Harry Potter. S'ensuit un véritable brouhaha où Lucius Malfoy et Arthur Weasley vont faire leur apparition et où Lucius se moque des livres abîmés présents dans le chaudron de Ginny. C'est à ce moment-là, on le sait, qu'il placera très discrètement un livre supplémentaire, le fameux journal intime de Tom Jedusor dont Lucius Malfoy ignore les propriétés réelles de l'objet mais cherchait après tout à s'en débarrasser. De retour au terrier, Ginny découvre ce journal intime, mais n'y prête absolument pas attention plus que cela. On ne sait pas d'ailleurs si elle commence à le remplir, mais en tous les cas rien ne prouve qu'elle s'intéresse à la nature magique de l'objet. Elle l'oubliera d'ailleurs même au terrier au moment de faire ses valises pour partir à Poudlard et ne le récupérera que quelques jours après la rentrée par hibou. La rentrée à Poudlard ne se passe pas exactement comme prévu. Rétrospectivement, on sait qu'elle vivra même très mal son arrivée à Poudlard. Après avoir été répartie logiquement chez Gryffondor, elle va faire la dure découverte de la face cachée de Poudlard, c'est-à-dire une école où on peut vite se sentir seul,
très seule. On aurait pu penser que la présence de 4 de ses frères aurait permis à Ginny d'avoir un semblant d'entourage aimant et aidant. Seulement, Percy, Fred, George et Ron ont leurs propres amis, leurs propres entourages, leurs propres occupations, et Ginny se retrouve donc là aussi presque ignorée par sa propre famille. Ce mal-être permanent qu'elle ressent et qu'elle identifie rapidement comme une très grande limite à son développement personnel va engendrer là aussi une cascade d'événements absolument dévastateurs. Il faut dire en plus que Ginny se trouve à un âge très charnière, coincé entre l'enfance et l'adolescence, où une jeune fille se construit tant mentalement que physiquement. C'est évidemment un terreau favorable pour tout un tas de sentiments, souvent très contradictoires, ce qui mène à une avalanche émotionnelle difficilement contrôlable. Face à cette situation, Ginny Weasley éprouve le besoin de se confier, de dire ce qu'elle ressent pour tenter d'éviter le trop-plein. C'est ainsi que va rentrer en jeu le fameux journal intime de Tom Jedusor, totalement vierge de toute écriture, mis à part cet étrange propriétaire au nom si bizarre qui est mentionné. Elle va alors découvrir avec stupéfaction, peut-être aussi avec un peu de crainte, que le journal lui répond. Ginny est évidemment pour le moins très étonnée, mais va continuer à confier ses peines quotidiennes, les moqueries dont elle est victime, le comportement de ses frères, le fait qu'elle ne porte que des affaires de seconde main, ou encore évidemment le fait qu'elle n'avait Dieu que pour Harry Potter qui ne semblait pas la remarquer. Elle vide littéralement son sac, raconte tout ce qu'elle peut raconter. Le journal semble s'intéresser tout particulièrement d'ailleurs à Harry Potter, dont elle racontera toute l'histoire, se livrant entièrement, sans aucun garde-fou, sans en parler à qui que ce soit. Peu à peu, le journal devient son meilleur ami, son confident, la seule personne présente pour elle au quotidien. Plus elle se livre, plus le journal renforce son emprise sur Ginny, qui ne se rend évidemment pas compte qu'elle fait face à une menace excessivement grave. Comme toute jeune fille qui ouvre un peu trop son cœur à des inconnus, on le voit bien à notre époque avec les réseaux sociaux, cela n'est pas sans conséquence. J.K. Rowling utilise le journal de Tom Jedusor pour illustrer les complexités de se confier à des personnes totalement anonymes, et c'est la même chose effectivement à notre époque, on le voit bien avec Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Et cela représente toujours un risque très important. Ginny, à ce moment-là, n'est pas encore totalement sous l'emprise du journal, même si cela renforce chaque jour un petit peu plus. Elle cherche pourtant encore et toujours des échappatoires en essayant vraiment de se rapprocher de Harry Potter, ne serait-ce que de l'apercevoir au détour des couloirs ou dans le parc du château. Toutes ces tentatives pour se raccrocher à quelque chose de réel, de palpable, se soldent généralement par des échecs cuisants qui ne font que renforcer son mal-être et sa dépression. Petit à petit, elle rentre de plus en plus dans une spirale infernale où plus elle se livre, plus elle devient vulnérable et à la merci d'un ennemi qui ne dit pas encore son nom. Le fragment d'âme de Voldemort contenu dans le journal fait son œuvre et prend petit à petit le pas sur la conscience même de Ginny. Plus le temps passe, plus il se déverse dans sa personnalité. Dans le courant du mois d'octobre, seulement un mois après la rentrée des classes, la plus jeune des Weasley n'est déjà plus que l'ombre d'elle-même. Elle semble presque absente. Alors, elle passe relativement inaperçue, on met donc ça sur le compte d'un petit virus, sur de la fatigue, personne ne cherche à comprendre ce qu'elle ressent ou traverse. Comme d'habitude, elle est presque perçue comme étant anecdotique au milieu d'une foule de micros-événements qui font la vie d'une école. Tout juste si on ne lui conseille pas une vague potion de remise en forme pour se remettre sur pied. Ginny est seule avec son journal, seule avec le diable incarné dans son dortoir. La nuit d'Halloween, l'âme du jeune Tom Jedusor prend pour la première fois le contrôle de Ginny et va la pousser à ouvrir la chambre des secrets pour la toute première fois depuis plus d'un demi-siècle. On tremble de terreur à l'idée de voir cette toute jeune fille s'enfoncer dans les ténébreux mystères d'un château millénaire, dans cette salle secrète bâtie par Salazar Serpentard lui-même pour abriter un monstre. Ginny, dans une sorte de transe, ne se rend même absolument pas compte, tout du moins ne semble pas être consciente sur le moment de ce qui lui arrive. Est-ce qu'elle capte autour d'elle quelque chose? C'est possible, mais rien ne l'atteste véritablement. Elle écrira peu de temps après l'ouverture de la Chambre des Secrets le funeste message désormais bien connu: la Chambre des Secrets a été ouverte, ennemi de l'héritier, prenez garde. Indirectement, cette première sortie du basilic fera une victime collatérale, en l'occurrence la chatte d'Argus Rusard, Mystaigne. Le climat dans l'école prend rapidement une tournure historique, tant la légende de la Chambre des Secrets demeure pour le moins aussi sombre que mythique. Personne ne se sent véritablement à l'abri. Ginny, qui ne se souvient toujours de rien, ressent en elle une grande terreur des événements. Elle est de plus en plus à fleur de peau, inquiète et clairement de plus en plus enfermée dans une forme de dépression qui ne semble désormais plus avoir aucune limite. Perturbée par la pétrification de Mystaigne, elle le sera tout autant quand l'âme de Tom Jedusor lui fera ouvrir 2 fois de plus la Chambre des Secrets, en entraînant cette fois-ci la pétrification de Colin Creevey et de Justin Finfitchay. Le fait que des agressions surviennent de plus en plus aux 4 coins du château et à des intervalles réguliers électrise évidemment toute l'école. Comme on peut s'en douter, c'est devenu quelque chose de particulièrement impossible à éviter pour Ginny, car toutes les discussions ne tournent plus autour que de cela, et cela renforce évidemment les nombreuses difficultés qu'elle doit affronter. Et c'est d'autant plus vrai que Ginny pense être la cause des attaques. Alors évidemment, elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle fait lorsque le journal prend le contrôle de son corps, mais elle est incapable de se souvenir où elle se trouvait lors des différentes attaques, comme si cela constituait un mystère complet, total et vraiment
opaque. Elle pense même devenir folle, avoir une mémoire en lambeaux et représente donc de facto un danger. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Seulement, au lieu de traiter le mal à la racine, il se trouve pour le coup qu'elle va malheureusement faire le choix tout à fait opposé en continuant à se confier au journal qui évidemment en retire toute la force nécessaire, comme s'il se nourrissait de sa propre désolation. La période de Noël lui offrira cependant un repos assez surprenant dans le récit, mais utile d'un point de vue scénaristique. Il faut savoir qu'à la période de Noël, l'école se vide considérablement, ne laissant que quelques élèves sur place, et c'est encore plus le cas lorsque un monstre se balade en toute liberté dans le château en attaquant à peu près tout ce qui bouge de manière assez régulière. Les Weasley restent exceptionnellement à Poudlard pour Noël, leurs parents étant partis en Égypte rendre visite à Bill. Pendant cette période, même si elle demeure largement en retrait, elle passe du temps avec ses frères, et avec Harry Potter, elle retrouve un peu de gaieté, à défaut de joie de vivre. Elle reprendrait presque quelques couleurs. En tous les cas, il est certain qu'elle reprend des forces et qu'elle commence à se rebeller contre le journal, dont elle identifie finalement assez clairement qu'il a un impact plus que négatif sur elle, et dont elle soupçonne une quelconque magie cachée à l'intérieur. Après tout, c'est après des discussions avec ce jeune homme, des temps passés, qu'elle subit des pertes de mémoire et qu'elle retrouve ses vêtements souillés, sans se souvenir le moins du monde où elle a pu se tacher à un tel point. Au tout début de la nouvelle année, sa décision est prise. Ginny est redevenue assez forte pour se décider, elle va se débarrasser du journal en le jetant dans les toilettes de Mimi Géniard en espérant ne plus jamais en entendre parler. À partir de cet acte courageux, Ginny va se sentir nettement mieux. Peu à peu, elle se libère de l'emprise du mal absolu et récupère sa vie. Les attaques dans les couloirs de Poudlard cessent et l'école commence à croire que cette fameuse chambre des secrets a peut-être été refermée à tout jamais. Ginny se reprend même à rêver d'amour et de sentiments qui sentent bon l'eau de rose. Il faut dire que la période s'y prête puisque nous nous rapprochons dangereusement de la Saint-Valentin. Il n'y a pas de meilleure période, paraît-il, pour faire part de ses sentiments dans le monde anglo-saxon. C'est ainsi que, le jour de la Saint-Valentin, elle envoie un nain délivrer une complainte romantique particulièrement gênante, récitée devant de nombreux élèves. Pendant que le message est énoncé à voix suffisamment haute pour que tout le monde puisse allègrement en profiter, le sac de cours de Harry Potter se fend et Ginny aperçoit discrètement le journal de Tom Jedusor. Elle est prise d'épouvante à la vue de cette image. Pour elle, c'est un cauchemar. Que se passerait-il si Harry Potter se rendait compte de la nature réelle de ce journal et qu'il apprenait tous les secrets qu'elle a déversés dedans? Ginny plonge dans l'abîme, tout cela renforcé par un Draco Malfoy au meilleur de sa forme, qui ne se prive pas de la désigner publiquement comme l'expéditrice du message si gênant de Saint-Valentin. Elle doit trouver à tout prix une solution pour récupérer le journal. C'est une question de vie ou de mort, c'est tout du moins ce qu'elle pense à ce moment-là de l'histoire. Elle n'a pas le choix. Que pourrait-il se passer si Harry découvrait par ailleurs qu'elle est bien l'autrice des terribles attaques survenues dans le château alors qu'elle ne s'en souvient même pas? C'est une catastrophe pour elle qui se profile à l'horizon. Grâce au curieux mécanisme régissant finalement les dortoirs de Gryffondor, Ginny va être en capacité de se faufiler dans le dortoir des garçons. Rappelons que les garçons ne peuvent aucunement se rendre dans les dortoirs des filles, ce n'est apparemment pas la réciproque. Elle va se lancer dans une destruction relativement massive de tout ce qui appartient à Harry Potter afin de remettre la main sur le journal, ce qu'elle finira au final par réussir. On aurait pu imaginer qu'elle tenterait de se débarrasser une nouvelle fois de ce maudit journal intime, mais pour une curieuse raison, elle n'en fera absolument rien. Peut-être mesure-t-elle pleinement les risques qu'un tel document pourrait faire peser sur ses épaules. Peut-être souhaite-t-elle s'assurer que Tom Jedusor n'a révélé aucun secret à Harry Potter. Peut-être était-ce aussi la tentation bien trop grande qui l'a obligée à se replonger ainsi dans un journal. Malheureusement, elle va se heurter à la fureur de Tom Jedusor et retourner contre sa volonté dans la chambre des secrets qu'elle va réouvrir. Le basilic pétrifiera ainsi Hermione Granger et Pénélope Dauclair. Ginny se rend donc compte désormais que le lien entre le journal et la chambre des secrets est plus qu'évident et cela l'interroge sur ce qu'elle doit faire, sachant que Hermione est une de ses amies. À plusieurs reprises, elle essaiera même d'en informer Harry et Ron de ce qu'il se passe, mais elle en demeurera incapable au final et se plongera dans un silence total. Il est désormais temps pour Tom Jedusor d'attirer Harry Potter dans l'antre du basilic. Et pour ce faire, il puisera les dernières forces de Ginny et l'emmènera dans la chambre des secrets. Ginny tombe dans un profond coma sur le sol froid de cette caverne souterraine, tandis que Tom Jedusor retrouve peu à peu une enveloppe corporelle. La suite de l'histoire n'appartient pas vraiment à Ginny, mais l'intervention de Harry Potter lui sauvera la vie et elle se réveillera dans la chambre aux côtés de Harry de fume sec. Le journal a été détruit. En sortant de la chambre des secrets pour une dernière fois, Ginny s'attend désormais à devoir faire face à ses responsabilités. Elle pense être renvoyée de Poudlard, mais c'était sans compter sur Albus Dumbledore qui, dans sa grande générosité et de manière on ne peut plus logique, car on ne peut pas non plus la blâmer, lui sauvera la peau. Cependant, elle mettra du temps à se remettre de cette horrible aventure et les conséquences sur sa vie, vous le verrez, seront très lourdes. Dans un premier temps, cette situation dramatique la rapprochera plus que jamais de ses frères ainsi que de Harry et Hermione qui l'entoureront désormais de manière tellement plus efficace qu'auparavant. Ginny a été victime d'un journal intime comme des millions de jeunes filles sont victimes en permanence sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à retenir de cette histoire, mais là n'est pas le sujet de notre vidéo.
Lorsqu'on la retrouve pour sa seconde année à Poudlard, on trouve une Ginny plus sereine, un peu plus à l'aise avec elle-même et toujours aussi amoureuse et timide vis-à-vis de Harry Potter. Après un été passé en Égypte à découvrir les mystères des sorciers de ce pays ô combien extraordinaire, Ginny s'apprête donc à une année probablement moins dramatique que celle de l'an dernier. Ginny a enfin réussi à retrouver une certaine forme d'équilibre, une certaine capacité à se définir en tant que personne et non en tant que petite dernière d'une très grande famille. Cette seconde année est pour elle une forme de renouveau, une année pleine de promesses et d'aventures à venir. Il ne faudra d'ailleurs pas attendre bien longtemps puisque dès le premier trajet vers Poudlard, elle va en avoir pour son compte. Tout le monde se souvient de l'intrigue de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où l'ensemble des troupes du ministère de la Magie traquent sans relâche le criminel Sirius Black. On sait que lors du trajet vers Poudlard, les détraqueurs monteront dans le Poudlard Express et s'en prendront à Harry Potter. Ce que l'on oublie relativement souvent, c'est que Ginny, elle aussi, a eu affaire, malheureusement, aux détraqueurs et réagira de manière plus prononcée que les autres élèves car les détraqueurs vivent évidemment de très mauvais souvenirs à Ginny sur ce qui a pu se passer lors de sa première année à Poudlard. Aidée par Hermione, elle récupérera plutôt assez rapidement ses esprits. On n'entendra presque plus parler durant toute l'année de Ginny qui semble enfin vivre une scolarité à peu près normale, en tout cas aussi normale que puisse l'être une scolarité dans une école de magie. On sait qu'elle continue de nourrir des sentiments très forts pour Harry Potter mais se garde bien de passer à la vitesse supérieure comme on dit. On sait qu'elle sera particulièrement touché par l'accident que subira Harry Potter lors du match opposant Gryffondor à Poufsouffle. Évidemment, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Harry Potter est sacré et forcément le voir alité dans l'infirmerie de l'école est quelque chose de difficile à supporter pour elle et on sait qu'elle lui rendra visite à plusieurs reprises. Cette seconde année pour Ginny aura donc été nettement plus calme que sa première année de scolarité à Poudlard et le moins que l'on puisse dire c'est qu'on s'en réjouit pour elle. Cette année lui aura permis de se reconstruire, de se redécouvrir et de prendre clairement un nouveau départ dans le monde des sorciers ainsi que dans la saga Harry Potter. Ginny Weasley quitte peu à peu son statut d'enfant pour se diriger vers celui ô combien périlleux d'adolescente, même s'il est encore un peu tôt pour la classer dans cette catégorie à ce stade. Cependant, on voit s'opérer doucement mais sûrement une affirmation de sa personnalité et de sa capacité à aborder de manière différente ses émotions, et cela l'emmène donc doucement vers un chemin peut-être un peu différent de ce qu'elle avait pu imaginer dans les noirceurs de sa dépression. L'été suivant la fin de sa deuxième année signe pour elle l'arrivée d'une période différente de sa vie. Elle n'est plus seule, elle n'est plus isolée. On sait que cet été-là, elle passera beaucoup de temps avec Hermione Granger qui est venue passer quelques semaines au Terrier dans le cadre de la Coupe du Monde de Quidditch. Hermione partage la même chambre que Ginny et cela est un moyen pour toutes les deux à la fois de faire plus ample connaissance tout en se découvrant différemment que le simple schéma scolaire dans le cadre de Poudlard. Elles apprennent à mieux se connaître, se racontent des choses qu'on ne se raconte qu'entre filles, loin des garçons. Bref, Ginny Weasley a enfin trouvé la confidente qui lui manquait depuis tant d'années. Seule fille, au milieu de tant de garçons, elle n'avait jamais eu l'occasion de construire véritablement de liens, d'où l'importance de cette période pour elle qui parfait sa reconstruction, d'autant plus qu'on ne peut douter de la justesse des conseils prodigués par une Hermione plus en forme que jamais. Un sujet de conversation en particulier revient de manière très régulière entre les deux jeunes sorcières, et évidemment il s'agit forcément de Harry Potter, dont Ginny parle de manière constante et prononcée à Hermione. Cette dernière lui conseillera d'ailleurs d'aborder cette relation et ses sentiments avec un peu plus de calme et de distance, et d'apparaître plus décontractée, plus naturelle, car même 3 ans après leur première rencontre, elle a parfois encore du mal à s'exprimer en sa présence, ce qui en dit quand même très long sur les difficultés émotives rencontrées par Ginny. Hermione poussera même le bouchon encore plus loin avec une tactique dont on pourrait aisément remettre en question les bienfaits puisqu'elle conseillera à Ginny Weasley de se rapprocher d'autres garçons pour titiller finalement Harry Potter et que ce dernier comprenne s'il a oui ou non des sentiments à l'encontre de Ginny Weasley. Le moins que l'on puisse dire c'est que cette stratégie sera mise à rude épreuve mais fonctionnera, comme quoi il n'y a pas que dans les films que des plans absolument foireux finissent par fonctionner et fabriquer un bon résultat, mais nous n'en sommes encore que très loin. En tout cas, Ginny voit en Hermione la grande sœur qu'elle n'a jamais eue, mais qu'elle aurait finalement toujours rêvé d'avoir. En l'occurrence, Hermione représente à ses yeux une certaine ligne de conduite à suivre et elle met un point d'honneur à mettre en application ses précieux conseils. Après tout, qui mieux que Hermione Granger connaît Harry Potter? Elle est donc forcément la mieux placée pour lui donner une stratégie valable. Dès l'arrivée de Harry Potter au Terrier, Ginny se comportera de manière beaucoup plus naturelle que précédemment et passera même du temps avec Harry et Ron au lieu d'aller se réfugier rougissante dans un recoin de sa chambre. Lors de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, où elle est présente avec l'ensemble de sa famille, elle se montrera là aussi très proche d'Hermione. Une fois de plus, l'amitié entre les deux semble définitivement scellée. La soirée suivant le match de Quidditch sera évidemment traumatisante pour tous les sorciers présents dans les immenses campings réquisitionnés
auditionné par les autorités de la magie à l'occasion de cette finale de la Coupe du Monde. Lorsque les Mange-Morts font leur entrée, Arthur Weasley part au combat avec ses collègues du ministère et confie la protection de Ginny à Fred et George qui sont donc les plus âgés à ce moment-là. Chacun s'enfuit comme il peut et les jumeaux ainsi que Ginny perdent rapidement de vue Harry, Ron et Hermione. Par chance, personne ne sera blessé dans cette attaque des fidèles de Voldemort. Cependant, l'apparition de la Marque des Ténèbres marquera pour tous les sorciers un jour de malheur, les replongeant dans les pires souvenirs des dernières décennies. Même les sorciers qui n'ont pas connu la Marque des Ténèbres en ont largement entendu parler et c'est le cas évidemment de Ginny. Ces événements troublants entre l'apparition de la Marque, le réveil des Mange-Morts et la révélation sur l'identité de Peter Pettigrew font penser à la famille Weasley et à ses alliés que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde magique. Si Ginny sent ces choses-là, elle ne les exprime pas clairement dans le roman, mais a forcément en tête que le temps de l'innocence ne durera probablement plus très longtemps. Pour l'heure, il est temps de se rendre à Poudlard pour aborder sa 3e année de scolarité, une année une fois encore pas comme les autres dans la mesure où l'école va accueillir le tournoi des 3 sorciers. Ginny, de base, n'aurait pas dû être plus concernée que d'autres élèves par cet événement de la coopération magique internationale. Seulement, la sélection de Harry comme 4e champion par une coupe de feu profondément ensorcelée va venir tout changer. Forcément, elle soutient Harry Potter alors qu'il est la cible de toutes les insultes, de toutes les rumeurs les plus folles, mais elle ne peut s'empêcher de sentir une crainte pour la sécurité de son Harry Potter, qui une fois encore va devoir se confronter à des risques qui ne sont réellement pas de son âge. Ginny ne le montre pas trop, elle continue de suivre à la lettre les conseils prodigués par Hermione Granger, mais apparaît clairement du côté de Harry même lorsque son frère aîné Ron va lui tourner le dos par jalousie. Harry demeure l'homme qu'elle aime. D'ailleurs, il est marrant de se souvenir qu'une occasion aurait pu les rapprocher lors de cette 3e année. Ginny Weasley n'a pas le droit de participer au bal de Noël, il n'est ouvert qu'à partir de la 4e année, sauf si elle se fait inviter par un élève plus âgé qu'elle. On est prêt à parier sur le fait que Ginny a dû longtemps attendre que Harry vienne lui proposer d'être sa cavalière, mais comme d'habitude, il faudra faire avec la maladresse permanente et légendaire d'un Harry Potter qui ne sait décidément pas s'y prendre avec les filles, et qui, en plus, n'aurait absolument pas osé proposer cette place à Ginny pour ne pas créer de difficultés avec son meilleur ami. Bref, pour Ginny, la question du bal de Noël devient de plus en plus difficile à gérer, d'autant que sa confidente Hermione lui fait part très tôt de sa relation avec le joueur international bulgare et concurrent direct de Harry Potter et du fait qu'elle l'accompagnera au bal de Noël. Une fois encore, Ginny apparaît quelque peu comme une forme d'anomalie dans une période où la frénésie ambiante est à son maximum. C'est finalement Neville Londubat qui invitera Ginny à se joindre à lui et faute de mieux, mais aussi parce qu'elle est amie avec Neville, elle acceptera cette invitation. Harry ne semble pas prêter une attention particulière à Ginny, même si elle fait une entrée quand même remarquée au bras de Neville Londubat. Un peu plus tard dans l'année, elle commencera à fréquenter, selon les termes convenant à la bienséance, Michael Corner. Mais pour Ginny, évidemment, cette 3e année à Poudlard va venir changer davantage de choses qu'elle n'aurait pu l'imaginer. En effet, le retour de Voldemort vient tout changer, comme pour de nombreuses familles de sorciers. C'est encore plus le cas dans la famille Weasley, qui a déjà payé un très lourd tribut lors de la première guerre des sorciers. Les fantômes du passé refont surface, se faufilent dans les limbes de peur et d'épouvante engendrées par le retour de l'incarnation suprême du mal. Ginny va devoir apprendre à vivre dans un monde où finalement on découvre bel et bien que Voldemort n'avait pas été réduit à un silence éternel. Qui pourra réussir cette fois-ci à battre celui qui a vaincu la mort? Nul doute que Ginny croit en Harry Potter, son amour de toujours, mais l'heure n'est pas au sentimentalisme. Le retour au terrier se fait sous un ciel sombre, sous un ciel chargé, obscur. En réalité, on comprend assez rapidement que l'été entre sa 3e et sa 4e année ne se passera pas au terrier puisqu'on la retrouve directement au quartier général de l'Ordre du Phénix où ses parents s'investissent sans relâche pour aider à l'effort de guerre contre Voldemort, dans un contexte pour le moins extrêmement difficile politiquement et où le ministère de la Magie, refusant d'accréditer la thèse d'un retour effectif de Voldemort, fait peser de très lourdes menaces sur tous les sorciers proches de Dumbledore. On ne sait pas comment se passent les premières semaines de Ginny dans cette curieuse maison qu'est celle des Blacks. La maison a été inhabitée depuis plus d'une décennie et y règne un véritable capharnaüm à cause d'un elfe de maison peu scrupuleux sur les tâches qui auraient dû lui incomber. On sait que les nettoyages et la remise à neuf de ce quartier général aura constitué la principale occupation de l'été pour les Weasley. Ginny partage une fois encore sa chambre avec Hermione, l'occasion de continuer à nouer ce lien si important entre les deux jeunes filles. Ginny, de par son très jeune âge, n'est évidemment pas du tout associée aux missions et aux réunions secrètes de l'ordre afin de la protéger. Cependant, elle baigne dans cette ambiance de résistance de la première heure et fait donc de nombreuses rencontres. Et une en particulier risque de compter plus que les autres. On sait que Ginny est profondément à la recherche de liens avec d'autres femmes. Cela fait partie quelque part d'un manquement dans son enfance. Elle qui fut finalement entourée quasi exclusivement par des garçons pendant une très grande partie de sa vie. Au quartier général de l'Ordre du Phénix, elle va faire la connaissance d'une jeune femme qui détonne un peu dans cette ambiance austère et relativement déprimante. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de Nymphadora Tonks, qui va rapidement endosser le rôle de grande sœur pour Ginny, mais aussi dans une certaine mesure pour Hermione Granger, qui en a besoin naturellement comme toute jeune fille. Nymphadora Tonks a cela de
de pratique que si elle a une carrière d'aurore accomplie, qui a déjà vécu de nombreuses aventures, elle n'en demeure pas moins une jeune femme relativement proche en âge d'Hermione et de Ginny. Cela compte donc dans le contexte très lourd qui règne au quartier général. On peut bien évidemment se douter que Ginny n'accueillera cependant pas avec le plus grand enthousiasme les nouvelles parvenant au Square Grimmauld sur les péripéties traversées par Harry Potter et les lourdes sanctions dont il pourrait finalement écoper pour avoir pratiqué la magie en présence de Moldus. On sent déjà presque son estomac se nouer à l'idée que Harry soit renvoyé de Poudlard et donc forcément éloigné de ses yeux. Il faut cependant nuancer ce propos dans la mesure où Ginny à cette époque-là de l'histoire n'est plus la toute jeune fille du début de l'aventure. Elle a pris de la maturité dans la manière d'aborder ses sentiments vis-à-vis de Harry Potter et apparaît donc nettement plus détendue que ce ne fut le cas par exemple lors de leur première rencontre puis de sa seconde année à Poudlard. Elle arrive à se trouver en présence de Harry sans montrer trop de timidité et il faut dire que les conseils prodigués par Hermione puis par Nymphadora Tonks ainsi que sa relation naissante avec Michael Corner réussissent finalement à la stabiliser. Le comportement de Harry est forcément aussi aidant car il est dans un tel état de colère et de rage qu'il ne trouve pas nécessairement beaucoup de temps pour être agréable avec qui que ce soit. Il n'est donc pas le Harry Potter dont Ginny est tombée éperdument amoureuse, même si elle ne lui en tient évidemment aucunement rigueur compte tenu de la situation. Elle sera cependant totalement aux anges lorsque Harry Potter rentrera du ministère totalement relaxé de toutes les charges que le Major Maggot comptait lui faire endosser. Le départ dans le Poudlard Express se fait lui aussi dans un contexte absolument inédit. Harry Potter bénéficie désormais d'une garde rapprochée de l'Ordre du Phénix tant le risque est particulièrement élevé. Cette protection jusqu'au quai de la voie 9-3/4 n'est évidemment pas du tout passée inaperçue, on peut l'imaginer, et les élèves chauffés à blanc tout l'été par une gazette du sorcier profondément anti-Harry Potter ont eu un comportement pour le moins peu aimable avec Harry et ses amis. Dans le Poudlard Express, on découvre que Ginny Weasley compte une amie à Poudlard dont nous n'avions pas encore entendu parler, à savoir l'extraordinaire Luna Lovegood dont la personnalité est haute en couleur et franchement très différente de celle de Ginny. Pourtant, les deux jeunes filles semblent être liées par une amitié assez forte, assez profonde, malgré le fait qu'elles soient dans deux maisons séparées puisque Luna est une fière élève de la maison Serre d'Aigle. Harry va donc faire la connaissance pour la première fois de Luna dont les exploits lui étaient déjà arrivés aux oreilles sans pour autant qu'il ne se doute qu'il s'agissait d'une amie de Ginny dont on a été habitué à une certaine forme de solitude depuis son entrée à Poudlard. Le début de l'année à Poudlard ne se déroule franchement pas sous les meilleurs auspices entre les insultes et les colibets adressés en permanence à Harry et ses amis puis l'arrivée de la ô combien délicieuse et sympathique Dolores Umbridge. L'ambiance là aussi est franchement pour le moins plus que pesante. D'autant plus que la Gazette du Sorcier se livre de manière, on peut le dire, assez efficace à un travail de sape de la crédibilité de Dumbledore, mais aussi de celle de Harry Potter dont on remet même en cause la santé mentale. En cours de défense contre les forces du mal et alors qu'elle se trouve quand même en 4e année, Ginny se rend vite compte quand même qu'elle n'apprend rien et assiste à des cours théoriques dont le contenu semble aussi soporifique qu'inintéressant au quotidien. Pourtant, mieux que quiconque parmi ses petits camarades, Ginny sait qu'il va falloir se battre plus que jamais pour faire en sorte que le monde des sorciers ne bascule pas une fois encore dans une noirceur éternelle. Lorsque Hermione Granger l'informe de sa volonté de monter avec Harry et Ron un groupe d'études en dehors des cours de défense contre les forces du mal pour apprendre aux élèves à se battre contre les mange-morts et à s'en protéger, elle n'hésite pas un quart de seconde avant de se joindre à cette petite troupe qui se réunira au bar de la tête de sanglier sous les yeux d'un Aberforth Dumbledore dont on imagine fort bien ce qu'il peut penser de ce genre d'opération. Son apport lors de la réunion sera d'ailleurs un apport absolument déterminant puisqu'elle proposera elle-même le nom de ce groupe de défense, à savoir l'armée de Dumbledore. Le nom d'ailleurs du groupe fut un point d'affrontement peut-être le tout premier entre Ginny et Cho Chang. Cho Chang avait en effet déjà proposé un autre nom, mais on peut imaginer que Ginny fut quelque peu piquée au vif que cette presque petite amie de Harry Potter puisse emporter cette partie. Les rumeurs à Poudlard évidemment vont bon train comme d'habitude et il est totalement probable que Ginny ait été informée des secrets d'espoir de Harry Potter vis-à-vis d'une relation qu'il souhaite avec Cho Chang. Si Ginny applique consciencieusement les conseils d'Hermione et qu'elle vit sa vie de son côté, elle n'en oublie pas moins que Harry Potter reste l'amour de sa vie. Même si elle a quelques conquêtes, elle a du mal à laisser partir Harry Potter vers d'autres filles. Il y a là une forme de jalousie caractérisée et qui est au final assez logique à cet âge-là. On ne peut pas dire totalement qu'une compétition entre les deux s'est mise en place, bien entendu, c'est au contraire une guerre un peu larvée, presque une guerre de tranchées. Cho Chang de son côté ne semble pas prendre du tout en considération Ginny Weasley, elle est plutôt fixée sur Hermione Granger, mais du côté de Ginny on comprend assez rapidement que les choses sont quand même bien différentes. Lorsque les réunions de l'armée de Dumbledore commencent, Ginny démontre qu'elle est la maîtresse d'une magie puissante, ce n'est pas une sorcière tout à fait comme les autres, et elle excelle par exemple particulièrement avec le sortilège Reducto dont la puissance semble stupéfier à vrai dire tout le monde et c'est plutôt logique puisqu'elle se retrouve dans un groupe où la majorité des élèves sont quand même nettement plus âgés qu'elle. Même ses frères sont étonnés et impressionnés à l'instar de Harry Potter. Cette 4e année débute donc finalement pour elle presque sous les meilleurs auspices pour Ginny qui gagne en maturité et s'affirme davantage par rapport aux années précédentes. On est bien loin de la jeune Ginny de la Chambre des Secrets. Nous avons désormais à faire face à une jeune fille en pleine affirmation de sa personnalité qui ne recule
recule pas devant les ténèbres qui s'amoncellent pourtant en dehors des murs protecteurs du château. Ginny sait saisir sa chance, elle doit devenir plus forte, plus endurante, moins timide. C'est presque une seconde naissance quelque part dans sa scolarité à Poudlard. Elle aura d'ailleurs l'occasion d'en faire encore la preuve quelques semaines plus tard lorsqu'après un match de Quidditch compliqué, Harry, Fred et George vont être bannis à la vie de toute utilisation d'un balai et de pratiquer le Quidditch. L'équipe de Quidditch de Gryffondor est tout bonnement décapitée et perd 3 de ses joueurs les plus importants, dont l'attrapeur en titre. Il faut donc rebâtir une équipe, reconstruire un collectif, et cela n'est franchement pas chose aisée. Ginny Weasley, à la grande stupéfaction de ses frères, décide de se présenter à la sélection, et c'est à ce moment-là que les Weasley découvrent que Ginny a un réel talent pour le Quidditch. Alors, on vous rassure tout de suite, elle n'a pas non plus les dons de Harry Potter en la matière, mais elle deviendra cependant quand même une très bonne attrapeuse. Même si sa place préférée, pour le coup, demeure quand même celle de poursuiveuse. En toute logique, Ginny Weasley aurait dû aborder les fêtes de fin d'année de manière plutôt positive, malgré l'histoire entre Harry Potter et Cho Chang, qui a tendance quand même un peu à lui empoisonner la vie. Cependant, comme très souvent dans ses romans, J.K. Rowling ne laissera pas beaucoup de répit à ses personnages, puisque Ginny va être l'une des victimes collatérales de l'attaque subie par Arthur Weasley au département des mystères, au ministère de la magie. Rappelons-nous qu'à cette époque, l'ordre du Phénix veille attentivement sur la prophétie gardée au département des mystères, prophétie que Voldemort cherche à tout prix à se procurer. Un soir, Arthur Weasley subira l'attaque de Nagini contrôlée par Voldemort. Harry, dans une sorte de vision, sera témoin de cette scène. Conduit auprès de Dumbledore, il fait état de sa vision et Arthur est récupéré in extremis et envoyé à l'hôpital Sainte-Mangouste en toute urgence. Harry et les Weasley sont envoyés immédiatement par porte au loin au 12 Square Grimmauld pour attendre finalement les nouvelles d'Arthur Weasley. Pour Ginny, cette période est compliquée parce que, outre l'inquiétude normale qu'elle ressent pour l'état de santé de son père et le traumatisme vécu, elle s'inquiète également de l'état psychologique de Harry Potter. Harry Potter se sent copieusement responsable de ce qu'il s'est passé. Il n'arrive pas à dissocier ses visions des ressentis qu'il a pu avoir lors de cet épisode. Harry va commencer à mettre une forme quelque part de distanciation sociale, le mot est aujourd'hui un petit peu plus à la mode qu'auparavant, entre lui et ses amis, se retrouvant seul la plupart du temps et étant dans un état d'isolement psychique pour le moins troublant. Hermione, Ron et Ginny sont conscients de la situation, même s'ils ne peuvent réellement la comprendre, tant cela apparaît comme étant difficile à appréhender. Cependant, Harry finira quand même par se confier, par dire ce qu'il ressent, ce qui est libérateur, mais cela permettra aussi à Ginny de revenir sur l'une des périodes les plus sombres, les plus atroces de toute sa vie. En l'occurrence, Ginny ne s'exprime que très peu souvent sur les expériences absolument traumatisantes qu'elle a pu vivre lors de l'intrigue de la Chambre des Secrets. Mais face à Harry Potter, que personne ne semble pouvoir égaler dans sa catégorie, Ginny Weasley va revenir sur cet épisode, sur le fait que personne n'est mieux placé qu'elle pour savoir ce que c'est que d'être possédé par Voldemort de manière claire et définie. En l'occurrence pour elle, et elle avait en partie raison, Harry n'a jamais été possédé. Il y a vu quelque chose pour des raisons que l'on ignore encore à cette époque-là, mais il n'a pas été possédé, cela semble assez évident. Harry va se sentir nettement mieux après cette discussion, Ginny aussi, même si on sent bien au fond que les épreuves qu'elle a pu traverser ne guériront véritablement jamais. L'ambiance au 12 Square Grimmauld n'est pas extraordinairement festive, c'est le moins que l'on puisse dire. Les membres de l'ordre ne font que passer dans un étrange ballet aussi angoissant qu'intéressant. Elle capte bien sûr des brides de conversation sur les déboires de l'ordre, sur les nouvelles conquêtes des Mange-Morts, sur les dernières informations en provenance du ministère, mais elle demeure évidemment toujours mise à l'écart des réunions compte tenu de son jeune âge. N'oublions pas que Ginny est encore une toute jeune adolescente, déjà plus éprouvée que n'importe qui à son âge. Nul besoin d'en rajouter, d'autant plus que l'état de santé de son père, même s'il a tendance, évidemment, à s'améliorer, n'est pas non plus au beau fixe. Elle lui rendra d'ailleurs visite à Noël, mais même cette visite, qui aurait dû être un chaleureux moment de retrouvailles, aura un goût amer. Elle croisera Neville Londubat et découvrira la situation réelle de ses parents. Outre la tristesse qu'elle peut ressentir naturellement pour Neville, cette situation gênante agit aussi comme un écho des dangers pris par l'ordre pour combattre les forces du mal. C'est donc dans ce contexte qu'elle retourne à Poudlard après les vacances alors que l'ambiance ne pouvait être plus morose. Il ne lui reste en réalité que le Quidditch pour se vider la tête, mais là aussi les résultats ne sont pas en rendez-vous. Lors d'un match opposant l'équipe de Gryffondor à celle de Poufsouffle, elle attrapera le vif d'or, mais scellant ainsi la fin du match et la défaite de son équipe. Cependant, cette défaite deviendra en réalité une victoire pour Ginny Weasley, car lors de ce match, un spectateur en particulier ne perdra évidemment pas une miette du match. Il s'agit bien évidemment de Harry Potter. Après le match, lui et Ginny se retrouveront et partageront de nombreux souvenirs et anecdotes de matchs de Quidditch. Du fait que Ginny est nettement plus détendue vis-à-vis de Harry Potter, pour la première fois un rapprochement entre les deux va s'opérer sans la barrière totalement hermétique qu'elle avait mis en place par son comportement de toute jeune fille red dingue du célèbre sorcier. Les liens se tissent et s'entremêlent peu à peu, d'autant que la relation entre Harry et Cho s'avère de plus en plus compliquée, et forcément, avec les bruits de couloir de Poudlard, Ginny doit être au courant. Un autre événement d'ailleurs va venir indirectement servir les intérêts de Ginny Weasley, au détriment de Cho Chang, dans la mesure où le secret de l'existence de l'armée de Dumbledore va malheureusement être découvert par Dolores Umbridge et sa brigade inquisitoriale ô combien sympathique. On sait tous les conditions dans lesquelles le secret fut éventé. Menaces, tensions, pressions sont
les arguments de poids mis dans la balance par celle qui est encore à ce stade de l'aventure la grande inquisitrice de Poudlard. Marietta, la meilleure amie de Cho Chang, scellera la fin de l'armée de Dumbledore et permettra d'acter la fin de la direction d'Albus Dumbledore pour cette période à Poudlard. En effet, le ministère et sa grande inquisitrice ont bien noté que l'armée était celle de Dumbledore et non celle de Potter. Dumbledore assume donc tout seul la responsabilité de ce club de défense dont on imagine qu'il n'avait pas connaissance. La proposition de Ginny aura eu de très lourdes conséquences pour Poudlard, mais aura probablement sauvé Harry Potter de sanctions désastreuses pour son avenir. Le fait que la meilleure amie de Cho Chang soit un peu la balance quelque part de tout le collectif qui s'était créé à l'occasion de cette fine équipe va créer une tension plus que palpable entre Harry et Cho, dont la relation se dégrade de plus en plus chaque jour. Cho Chang refuse de remettre en cause son ami et Harry refuse de comprendre comment Cho peut avoir un comportement pareil. Difficile à dire si Ginny s'en réjouit ou non, mais en tous les cas, le sens du vent lui est bénéfique sur le long terme et ça, Ginny Weasley l'a bien compris. Ginny et Harry auront d'ailleurs l'occasion encore de se rapprocher durant les vacances de Pâques où Harry et Ginny se retrouvent de manière assez régulière pour discuter. Il semble évident que Harry aime de plus en plus passer du temps avec elle. Il la découvre, même s'il ne semble pas exactement s'en rendre compte et ne comprend peut-être pas exactement bien ce qu'il vit et ce qu'il ressent quand même, et on peut pourtant penser que ça ressemble assez furieusement à un début de sentiment amoureux, mais rien n'est moins sûr. Leur conversation ne porte jamais sur la question de leurs sentiments l'un vis-à-vis de l'autre, mais ils sont au moins dans une certaine forme de rapprochement et c'est déjà ça. Ginny joue très habilement pour une fois la situation et maîtrise vraisemblablement assez bien l'art de la séduction. Elle se montre sous le visage d'une amie, sincère, véritable, mais entre nous, on a un peu de mal à croire qu'il n'y ait pas quelque chose en plus derrière dans son esprit. Reste une difficulté évidemment à gérer qui pour le coup va se lever d'elle-même, c'est qu'elle est toujours officiellement en couple avec Michael Corner, élève de la maison Serre d'Aigle. En mai, l'équipe de Quidditch de Gryffondor affronte celle de Serre d'Aigle. Une fois encore, l'affrontement entre Ginny et Cho promet d'être véritablement à son comble. Une fois encore d'ailleurs, c'est Ginny qui va l'emporter, une Ginny plus fière que jamais d'attraper le vif d'or au nez et à la barbe d'une Cho Chang, pourtant sur le papier beaucoup plus expérimentée qu'elle. Comme quoi, quand ça veut pas, indirectement, cette histoire va aussi être l'occasion pour Ginny de se débarrasser de son petit copain d'alors, ne supportant pas évidemment la victoire de Gryffondor lors de ce match de Quidditch. On aurait pu imaginer que cette fin d'année pourrait se dérouler sous les meilleures ondes et permettrait à Harry et Ginny de continuer leur rapprochement amorcé, seulement cela aurait été possible à la condition que J.K. Rowling ne ressente pas un besoin limite pathologique de déclencher des événements tonitruants à chaque fin d'année scolaire. L'histoire, vous la connaissez, Harry va avoir une vision de Sirius Black torturé au département des mystères, Harry va prendre sa vision pour la réalité après moult rebondissements, il va partir au département des mystères, Ginny va se joindre à cette espèce de commando composé par Harry, Ron, Hermione, Neville et Luna, façon un peu JGN. Bon, évidemment, tout ne va pas se passer du tout comme prévu, même s'il faut noter que ces jeunes sorciers vont quand même réussir quelques exploits et se défendre plutôt bien dans un contexte où ils se retrouvent quand même à affronter des mange-morts pour le moins costauds. Lors de la bataille finale autour de l'Arche de la Mort, Ginny sera blessée et perdra conscience finalement quelques instants. Elle ne souffrira que de quelques contusions et d'une cheville cassée, et lorsqu'elle se rend compte que Bellatrix Lestrange vient de tuer Sirius Black indirectement, elle observe Harry Potter à sa poursuite dans une course folle qui risque de se terminer là aussi de manière funeste. Ginny va tenter d'intercepter Harry, mais guidé par sa rage, ce dernier ne s'en rendra même pas compte de l'appel de Ginny qui essayait de le protéger. Après la bataille opposant Harry, Dumbledore et Voldemort, toute la fine équipe sera transportée à l'infirmerie pour se refaire une santé avant de clôturer l'année à Poudlard et de reprendre le Poudlard Express. Dans le train, cette dernière qui a bien compris que Harry ne serait pas prêt tout de suite à une relation amoureuse après cette catastrophique perte subie avec la mort de son parrain, pour une raison qui nous apparaît quand même franchement un peu étrange, on apprend à ce moment-là que Ginny a porté son dévolu sur Dean Thomas, étrange choix qui ne ravit absolument pas son frère Ron. L'énervement de Ron d'ailleurs ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd puisque Harry remarquera évidemment la réaction un brin disproportionnée, il convient de le dire, de son meilleur ami. Le temps est désormais venu de passer à la 5e année d'études de Ginny Weasley qui correspond donc aux événements de Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Après un été passé au terrier à s'entraîner au Quidditch et à développer ses capacités, on retrouve une Ginny au meilleur de sa forme malgré le climat angoissant de cette seconde guerre des sorciers qui bat son plein. Tout le monde a un peu de mal à se remettre de la bataille du département des mystères, mais au final, comme pour tous les résistants, la règle c'est de continuer à avancer envers et contre tout, et c'est dans cette optique que se trouve la famille Weasley alors que tout s'effondre peu à peu autour d'eux. Ginny embarque sur le Poudlard Express comme chaque année et retrouve Dean Thomas dans le train. Ginny pense certainement à cette année pleine d'incertitudes et de risques, mais elle demeure pourtant quand même relativement optimiste. C'est principalement au travers de sa passion pour le Quidditch que Ginny va trouver la pape lui permettant de respirer et de s'extraire de cette ambiance plus que morose. Suite aux événements survenus au département des mystères et au renvoi pur et simple de Dolores Umbridge, les décisions arbitraires prises tant qu'elle était grande inquisitrice de Poudlard puis directrice ont été tout bonnement abandonnées et Harry Potter a pu réintégrer évidemment l'équipe de Quidditch de nouveau. Cette fois-ci en tant que capitaine. Ginny perd donc sa place d'attrapeuse mais va poursuivre son investissement au poste
poste de poursuiveuse où elle excelle véritablement. Elle montre une habilité flagrante à ce poste et marque à chaque fois de précieux points pour assurer la victoire de Gryffondor. Son investissement au sein de l'équipe la rapproche nécessairement de Harry Potter, dont elle partage désormais le quotidien uniquement, on va dire, sur le plan sportif, car d'un point de vue sentimental, les choses sont toujours compliquées et ça c'est le grand problème de l'adolescence, c'est que rien ne semble véritablement simple pour ses héros. Sa relation avec Dean Thomas a le don de faire sortir Ron de ses gonds sous les yeux d'un Harry qui semble bien incapable de réagir. Pourtant, la relation entre Ginny et Dean Thomas ne semble pas nécessairement, simple au premier regard. C'est une relation tumultueuse, difficile et pas nécessairement très heureuse. Ginny d'ailleurs ne se montrera même pas plus enjouée que cela à l'idée de retrouver Dean après Noël, alors qu'elle réussit à nouveau à se rapprocher de Harry Potter lors de leur séjour au terrier. Lors du match opposant Gryffondor à bout de souffle, un incident va avoir lieu qui va donner en gros la bonne raison à Ginny pour mettre fin à cette relation. On observera d'ailleurs que le Quidditch représente aussi pour Ginny toujours une bonne occasion pour se débarrasser de petits copains relativement encombrants. Elle avait déjà fait le coup avec Michael Corner l'an passé et c'est ce qu'elle s'apprête plus ou moins à faire lors de ce nouveau match avec Dean Thomas. À l'occasion d'un accident visant Harry Potter créé par Cormac McLaggen, Dean Thomas ne va pas s'associer, c'est le moins que l'on puisse dire, au sentiment dramatiquement exprimé par Ginny sur l'état de santé de Harry Potter, qui vient tout de même de subir une fracture de crâne. Bon, certes, c'est Harry Potter, il est un peu habitué à se blesser, mais quand même, une fracture du crâne, c'est un peu ennuyant, même si on est dans le monde magique. Ginny se rend à plusieurs reprises à l'infirmerie pour visiter Harry le temps de sa convalescence. Les relations entre Ginny et Dean n'ont jamais été aussi orageuses, et on sent que la fin est proche, était un peu le coup de trop. Pendant ce temps-là, du côté de Harry Potter, ce dernier nourrit de plus en plus de sentiments pour Ginny, sentiments qui sont quand même quelque peu freinés par son amitié avec Ron, dont la réaction épidermique risquerait bien d'être compliquée à gérer. Et oui, il faut quand même préserver cette amitié qui est très importante pour Harry. En plus, il est désormais à la recherche du passé de Voldemort, de ce que ce dernier a créé comme plan. Il découvre l'existence des Horcruxes, du parcours de Tom Jedusor, de son histoire personnelle atroce, des crimes qu'il commettra. Harry sait désormais qu'il est l'élu, celui qui peut et surtout doit arrêter Voldemort. Il s'agit là d'une responsabilité écrasante et Ginny représente finalement la seule fenêtre dans son cerveau lui permettant de s'échapper de cette si défavorable condition. De manière concomitante, Harry doit gérer à ce moment-là de la 5e année de Ginny Weasley la dure mission confiée par Albus Dumbledore de découvrir le secret du professeur Slughorn. Harry met très longtemps à se décider sur la marche à suivre, fait plusieurs tentatives qui seront des échecs cuisants jusqu'à ce qu'il se décide à faire usage de la potion Felix Felicis. Vous le savez, cette potion augmente vos chances de manière extraordinaire dans toutes les entreprises dans lesquelles vous vous lancez. En l'occurrence, la mission principale était de soustraire, bien évidemment, un souvenir au maître des potions. Mais la potion agit sur toutes les dimensions finalement des désirs de celui qui l'ingurgite. C'est ainsi que Harry va quitter le dortoir des Gryffondors sous sa canne d'invisibilité et va croiser Ginny et Dean Thomas qui s'apprêtent à rentrer dans la salle commune. Sans le faire exprès, Harry Potter va heurter Ginny, seulement cette dernière pensera que c'était Dean Thomas qui souhaitait l'aider à franchir le passage d'accès. Une dispute éclatera sous les yeux d'un Harry dissimulé mais ravi de constater que sa Ginny vient de rompre officiellement avec son camarade de dortoir. La soirée ne pouvait pas mieux commencer. Ginny se retrouve donc célibataire et elle se trouve être particulièrement heureuse de cette situation. Au final, il est fort probable que jamais Ginny n'aura ressenti véritablement aucun sentiment pour ces différentes conquêtes. Il s'agissait probablement plus d'un passe-temps qu'autre chose. Seulement, elle ne saute évidemment pas tout de suite sur Harry Potter, même si grâce au Quidditch, les occasions pourtant ne manquent pas. Après, la complexité d'une relation avec Harry Potter, c'est que ce dernier a toujours tendance à se mettre dans des situations relativement intenables à souhait et à se retrouver donc ainsi toujours dans des histoires abracadabrantesques. En l'occurrence, Harry, lors d'un affrontement dont vous vous souvenez tous avec Malfoy, fera usage du sortilège Sectum Sempra, ce qui lui vaudra une sacrée retenue pendant des semaines. Ginny prendra néanmoins totalement sa défense devant les autres élèves, alors qu'il est vrai que le comportement de Harry pouvait être critiqué. Harry, en retenue, ne pourra pas participer au dernier match de Quidditch de la saison. Ginny reprendra donc sa place en tant qu'attrapeuse et finira par attraper le vif d'or, assurant ainsi la victoire de Gryffondor à la Coupe de Quidditch. Lors de la fête qui a suivi, Ginny et Harry vont s'embrasser pour la première fois sous le regard absolument médusé mais finalement compréhensif de Ron et des autres Weasley. Enfin, la relation entre Harry et Ginny réussit à aboutir mais était nécessairement relativement limitée du fait des retenues de Harry Potter et des révisions de Ginny qui passaient, elle, ses buses. On peut imaginer l'état d'euphorie de toute puissance que cette relation désormais officielle procure à Ginny. Elle est enfin avec le garçon qu'elle a toujours aimé, qu'elle n'a cessé d'avoir en tête. C'est une victoire sans commune mesure pour elle et l'accomplissement d'un rêve d'une petite fille en passe de devenir désormais une jeune femme. Alors, elle est aussi parfaitement consciente des difficultés que cette relation sous-entend. Elle sait que Harry Potter est aussi l'élu et pas simplement l'élu de son cœur. Elle le sait, mais pour le moment, l'important c'est d'en profiter, de vivre pleinement l'instant présent, d'autant plus qu'il ne sera évidemment, comme vous le savez, de très courte durée. La nuit du 30 juin sera d'ailleurs déterminante dans la mesure où Harry Potter va partir pour la première fois en dehors de l'école avec Albus Dumbledore pour tenter de
trouver et de détruire un Horcrux que Dumbledore pense avoir enfin pu localiser. Après des semaines entières de recherche, Harry n'est pas serein à l'idée de quitter le château. Tout comme Dumbledore, ils savent que Malfoy et les autres Mangemorts risquent de profiter de cette absence pour pénétrer dans le château. Le château bénéficie cette année-là pourtant d'un lourd attirail défensif. Les Aurores, les membres de l'Ordre du Phénix sont présents, mais Harry, qui suspecte Malfoy d'utiliser la salle sur demande comme porte d'entrée pour les Mangemorts, va mobiliser de son côté ce qu'il reste de l'armée de Dumbledore. Demandant à ses amis de surveiller eux aussi le château, il distribuera à Ron, Hermione et Ginny du Felix Felicis pour tenter de les protéger du mieux possible. Cette stratégie s'avérera d'ailleurs tout à fait payante. Ginny endosse donc une nouvelle fois le rôle de combattante et s'en tirera absolument à merveille. Les intuitions de Harry Potter s'avéreront tout à fait justes et Ginny assistera à l'arrivée des Mangemorts grâce à la salle sur demande. S'ensuit une bataille avec les Mangemorts et l'Ordre du Phénix. Ginny doit faire face à Amicus Carro, dont on sait les compétences en termes de cruauté et de combativité. Elle réussira à lui résister, probablement grâce à l'absorption du Felix Felicis. Dans le même temps, elle apprendra que son frère, Bill, qui était présent dans l'Ordre du Phénix, a subi de graves blessures lors de son affrontement avec Fenrir Greyback, dont nous avons parlé récemment dans une vidéo consacrée à la question des loups-garous dans Harry Potter et que vous pouvez retrouver dans notre playlist spécialement consacrée aux créatures magiques que nous sommes en train de construire. La bataille est violente, les troupes de l'Ordre du Phénix sont relativement en difficulté, mais c'est évidemment dans la tour d'astronomie que les choses vont se complexifier à tout jamais. Harry et Dumbledore, revenus de cette caverne infernale, ont attiré bien évidemment les Mangemorts. La suite de l'histoire, vous la connaissez évidemment tous malheureusement. Lorsque Ginny découvre la mort de Dumbledore, c'est évidemment un crève-cœur pour elle, une douleur insupportable. Mais elle souffre aussi énormément pour Harry Potter qui a assisté à toute la scène et à la trahison supposée de Severus Rogue. Harry est détruit une fois de plus. Ginny fait de son mieux pour l'aider, elle réussit à passer ses buses avec des résultats plus qu'honorables et accompagne Harry aux funérailles de Dumbledore sur les bords du lac. Ginny sait bien que Harry est désormais face au mur, elle connaît la réalité de ce qu'il attend son bien-aimé, elle sait aussi que Harry ne pourra pas vivre leur relation pleinement. C'est ainsi que Harry Potter va mettre fin au couple qu'il formait depuis peu de temps avec Ginny pour la protéger. Il a peur que Voldemort s'en prenne à elle, que ce dernier se rende compte finalement de l'importance des sentiments que Harry lui porte grâce aux pouvoirs phénoménaux de l'occlumencie. Harry s'interdit cela, il ne supporterait pas qu'il arrive quoi que ce soit à Ginny par sa faute. C'est ainsi qu'il décide de faire la fin de son aventure seule pour ne mettre personne en danger. Ginny souffre forcément, elle comprend. Pourtant, elle est prête aussi, elle, au sacrifice. Elle est prête à tout endurer pour Harry, alors que tout semble perdu. L'été au terrier est très loin d'être joyeux. Bien sûr, il y a la préparation du mariage de Bill et Fleur qui occupe tout le monde, mais Ginny n'a pas le cœur à cela. Elle est dans un autre monde, dans une autre logique, dans une autre phase de sa vie. Elle ne se remet pas d'avoir dû se séparer à la fin de sa 5e année avec Harry, elle l'aime profondément, et les quelques semaines où ils furent ensemble furent peut-être les plus heureuses de sa vie. Elle se sentait bien, complète, épanouie. Il aura fallu une fois encore que le bonheur soit arraché par Voldemort et ses ténébreux desseins. Peu de temps avant le 17e anniversaire de Harry, les membres de l'ordre s'activent autour du terrier afin de dresser des barrières de protection infranchissables. En effet, le 17e anniversaire de Harry Potter sonne le glas de la protection créée autour de lui par les Dursley. Il sera dorénavant à la merci de Voldemort et il apparaît donc urgent de l'évacuer et de le ramener au terrier qui fait figure de nouveau QG pour l'ordre depuis qu'il a fallu abandonner en 4e vitesse le 12 Square Grimmauld de suite à la trahison toujours supposée de Severus Rogue. Ginny n'est pas particulièrement rassurée de voir Harry Potter arriver au terrier. On peut trouver cela étonnant, mais en réalité c'est parfaitement logique. D'une part, elle souffre toujours beaucoup de la rupture désormais consommée entre elle et Harry, et surtout elle craint pour la sécurité de sa famille. Si elle est prête à prendre tous les risques pour aider, soutenir, accompagner et aimer Harry Potter, elle ne souhaite pas que sa famille soit menacée. On a le sentiment qu'elle voudrait accomplir cette tâche toute seule, endosser l'entière responsabilité, partir avec Harry, avec l'homme qu'elle aime, et puis faire en sorte que finalement toute cette histoire n'ait aucune conséquence pour sa famille. L'évacuation de Harry Potter de Private Drive va mal se passer. On le sait, George va être blessé, Maugrey Folleuil qui avait pris le relais de Dumbledore à la tête de l'ordre va lui aussi mourir, l'ordre est une fois de plus décapité, le prix à payer est lourd, les retrouvailles entre Harry et Ginny sont tendues, distantes, complexifiées en plus par l'effervescence du terrier. Bien évidemment, il y a des échanges entre Harry et Ginny au terrier, ils ne se ignorent pas, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui relève de la gêne, qui relève de la complexité, qui relève finalement de cet amour impossible dont l'un et l'autre ont envie, mais finalement on sait très bien que les risques que ferait prendre Harry Potter à Ginny Weasley en continuant dans cette voie risqueraient fortement de très mal tourner et en plus constituerait quelque part un peu une gêne, lui qui doit se lancer à la quête des Horcruxes, à la recherche finalement de ces fragments d'âme de Lord Voldemort, alors qu'il ne sait même pas
véritablement par où commencer. Donc tout cela est très compliqué, donc forcément leurs relations deviennent presque impossibles finalement à s'établir correctement. Alors on sait que lors du 17e anniversaire de Harry Potter, ils vont échanger un baiser. Ce baiser sera un peu comme un au revoir, c'est peut-être un peu le baiser de la dernière chance. Ginny aimerait le suivre dans ses affaires, mais malheureusement tout cela n'est absolument pas possible, et donc il va falloir se résigner. Ensuite arrive donc le mariage de son frère. Bill et Fleur Weasley vont se marier enfin après tant d'années d'échecs finalement dans la vie des Weasley, après tant d'années de déconvenues pour l'ordre du Phénix. C'est un moment joyeux, peut-être le moment joyeux que tout le monde attendait. Malheureusement, ce moment joyeux va tourner court, comme vous le savez, puisque il va y avoir effectivement cette intrusion des Mangemorts après la chute du ministère de la Magie et la mort de Rufus Grimgeour, l'actuel ministre de la Magie à cette époque-là. Les Mangemorts vont arriver, vont tout détruire, et Hermione va réussir finalement à extraire Harry et Ron de ce mauvais pas. Ginny, elle, va rester toute seule. Alors on sait qu'elle va se défendre contre les Mangemorts, on sait qu'elle va être incapable aussi de dire au revoir à Harry Potter et à Hermione Granger. Enfin, tout ça est quelque chose quand même de très compliqué, et malheureusement tout ça va finalement très mal se terminer pour les Weasley, qui vont passer beaucoup d'heures à être interrogés, et évidemment aucun ne saura dire où est passé Harry Potter, et ni même confirmer s'il était présent ou non à ce mariage. Rappelons d'ailleurs que Harry Potter était présent sous Polynectar et qu'il était censé être un vague cousin de la famille. Alors évidemment, dans ce nouveau régime qui s'ouvre avec un ministère de la magie qui est tombé aux mains des Mangemorts et aux mains de Voldemort, on sait que Poudlard aussi va subir un certain nombre de modifications qui vont être engendrées par le nouveau directeur de Poudlard, Severus Rogue, qui en fait garde la maison, mais on sait très bien que c'est compliqué, qui doit composer avec les sinistres Carrows qui sont là évidemment pour gérer la discipline de l'école. Enfin, tout ça est très compliqué. Alors Ginny, elle retourne à Poudlard, évidemment, elle ne peut pas ne pas y retourner, c'est sa 6e année qui commence, elle est obligée de retourner à Poudlard, sous peine évidemment de subir, on imagine, un certain nombre de mauvais traitements de la part des autorités du monde magique, mais le cœur, franchement, n'y est pas. Alors oui, elle retrouve effectivement dans le train Neville Londubat et Luna Lovegood, avec qui ils vont tenter de recréer un petit peu l'armée de Dumbledore pour effectivement contourner le régime presque totalitaire mis en place au sein de l'école par Severus Rogue et par les Carrows, mais tout ça est quand même quelque chose de compliqué, et cette armée de Dumbledore, même si finalement elle n'arrive pas entre guillemets à performer pendant la première partie de l'année, elle va quand même se fixer un certain nombre d'objectifs, et notamment l'un des objectifs principaux sera lancé par Ginny Weasley et par Neville Londubat, c'est celle de retrouver l'épée de Gryffondor, puisque évidemment l'épée de Gryffondor, on sait très bien qu'il y a des pouvoirs phénoménaux dedans. Est-ce que ces pouvoirs peuvent permettre de créer, on va dire, des problématiques vis-à-vis des Horcruxes? On peut l'imaginer, et en tout cas c'est ce qu'imaginent Neville, Luna et Ginny. Malheureusement, évidemment, cette tentative échouera complètement. Ginny, elle, restera à Poudlard avec Neville. On sait que Luna Lovegood, un peu plus tard, sera capturée par les Mangemorts, puisque évidemment son père continuait avec le chicaneur. On vous en parlait dans une précédente vidéo sur le personnage de Xenophilius Lovegood. Donc il continue avec les chicaneurs à essayer d'apporter du soutien à Harry Potter envers et contre tout. Bon, on sait que tout ça va se terminer, donc évidemment cette pauvre Luna Lovegood sera faite prisonnière au manoir des Malfoy. Donc voilà, Ginny, elle va évidemment subir les conséquences de ses actes, sur le fait d'avoir voulu récupérer l'épée de Dumbledore dans le bureau du directeur. Alors elle sera évidemment punie, elle sera envoyée en détention avec Hagrid dans la forêt interdite, et elle sera évidemment interdite de se rendre à Préolard, ce qui évidemment complexifie quand même beaucoup de choses, et là là-dessus c'est un peu compliqué. Donc Ginny et Neville, ils restent un peu tout seuls à Poudlard pour gérer en fait cette armée de Dumbledore, qui finalement quand même réussit à recruter un certain nombre de membres, parce que les élèves ne sont pas dupes de ce qu'ils sont en train de vivre, et qu'ils vivent finalement une véritable torture au sein de cette école, avec les Carrows qui infligent des punitions, y compris corporelles, des règles qui sont très particulières, où on s'entraîne carrément sur des enfants nés moldus, sur les fameuses sandboards avec des sorts. Enfin bref, c'est vraiment un climat très détestable, et il y a une certaine résistance qui commence effectivement à s'opérer à Poudlard, et notamment au travers de la salle sur demande, dont Neville Londubat semble avoir pris un petit peu le contrôle de manière beaucoup plus précise que tous ceux qui s'y sont essayés auparavant. Alors on sait que Ginny Weasley va retourner un petit peu au terrier de temps en temps, elle va y retourner à Noël notamment, elle y retournera aussi aux vacances de Pâques. Alors là, voilà, on sait que évidemment c'était des moments qui étaient compliqués, parce que le terrier a été fouillé à plusieurs reprises, donc ils ont dû se réfugier en fait dans la maison de la tante Muriel. Bref, tout ça est très compliqué, et on voit bien aujourd'hui
aujourd'hui que Ginny, finalement, elle est perdue dans cette guerre qui est peut-être un petit peu trop grande pour elle, et surtout, elle n'a aucune nouvelle de Harry Potter ni de Ron, elle ne sait pas ce qu'il se passe, et elle craint évidemment pour la vie de Harry Potter, elle craint plus que tout, elle l'aime, elle est amoureuse de cet homme, elle le soutient, mais évidemment, elle n'a aucune nouvelle, et de son côté, Harry Potter, lui, n'oublie pas Ginny Weasley, mais malheureusement, est contraint évidemment à se tenir loin d'elle, puisque Harry ne peut pas intervenir comme ça directement. Alors cependant, au cours de l'année, et notamment au mois de mai 1998, vous le savez, va éclater la bataille de Poudlard. Cette bataille absolument démentielle, cette bataille qu'on a attendue finalement pendant 7 tomes. On voulait voir cette bataille, et cette bataille a été magnifiquement écrite par J.K. Rowling, et c'est à ce moment-là en fait que Harry et Ginny vont enfin se retrouver. Donc on sait que Harry, Hermione et Ron sont obligés de retourner à Poudlard parce qu'ils savent que les derniers Horcruxes se cachent là-bas et que c'est maintenant qu'il faut agir. Et donc c'est grâce finalement à toute l'infrastructure qui a été créée par Neville Londubat et par Ginny Weasley avec l'armée de Dumbledore qu'ils vont réussir finalement à rentrer dans le château, à reprendre contact donc avec cette armée de Dumbledore dans la salle sur demande, et évidemment on va être dans cette capacité de voir s'établir finalement tout ce travail de Neville, de Ginny, de Luna qui ont réussi à faire quelque chose d'absolument extraordinaire avec cette armée de Dumbledore et avec des élèves qui sont prêts aujourd'hui à en découvrir. Alors évidemment, cette bataille de Poudlard, c'est une bataille qui va être très très difficile. Alors on sait qu'un certain nombre de membres de l'Ordre du Phénix vont se joindre évidemment à la bataille. Ils vont arriver pour surprendre entre guillemets les Mange-Morts, les Carrows et Severus Rogue. Alors dans un premier temps, Arthur et Molly Weasley vont refuser à Ginny le droit de combattre. Ils veulent qu'elle se tienne loin des combats. Mais finalement, Ginny va argumenter contre cette décision parce que c'était totalement hypocrite, que Harry, lui, quand il était jeune, il pouvait déjà se battre contre Voldemort lui-même, et que finalement, elle n'a pas envie de laisser sa famille combattre tout seul, et Harry combattre tout seul contre un certain nombre de personnalités comme les Mange-Morts, comme Voldemort. Donc elle refuse de se tenir loin de tout cela, elle refuse de gagner le terrier ou de gagner un point de sécurité de l'Ordre du Phénix. Elle veut être là et ne pas attendre finalement un certain nombre de nouvelles, soit par hibou, soit apprendre la mort de gens de sa famille ou de Harry Potter par les nouvelles magiques. Ça, elle ne le voulait absolument pas. Alors on sait que Remus Lupin, lui, va parfaitement comprendre la position de Ginny. Il va même d'ailleurs offrir une sorte de compromis, c'est-à-dire que Ginny devra rester dans la salle sur demande, mais ne pas combattre elle-même finalement. Bon, évidemment, elle ne le fera pas. Elle se dirige vers la salle sur demande, et puis ensuite, au fur et à mesure de la bataille, quand Harry va avoir besoin de la salle sur demande pour évidemment chercher le diadème de Rowena Serdaigle, Ginny va quitter cette salle sur demande et va évidemment rentrer en plein dans le combat. Donc ce combat pour elle, ça va être un peu compliqué, puisque évidemment, avec Nymphadora Tonks notamment, il va falloir combattre des Mange-Morts qui sont plus déterminés que jamais, qui sont plus nombreux que jamais. C'est quelque chose vraiment d'assez hallucinant. On peut imaginer la peur qui l'envahit, on peut imaginer tous ces sentiments qui se passent durant une bataille, ces sentiments de peur, de crainte. Elle ne sait pas toujours exactement où est Harry, est-ce que Harry est toujours vivant ou qu'est-ce. Il y a toujours un petit peu cette peur-là finalement de voir sa famille disparaître, et malheureusement elle aura effectivement enduré la mort de Fred Weasley, et ça c'est quelque chose qui pour elle sera très très compliqué. Elle assiste ensuite au départ de Harry Potter pour la forêt interdite, donc là aussi c'est un peu le dernier au revoir, c'est un peu la dernière manière finalement d'imaginer cette relation qui risque de se terminer dans le sang, et tout cela évidemment est complexe. Et quand Voldemort revient avec le corps inerte de Harry Potter, Ginny va se mettre à hurler littéralement. Elle sait que c'est terminé, et pourtant évidemment Harry Potter lui n'est pas mort, et la dernière partie de la bataille finale va s'engager. Et là-dessus, Ginny Weasley quelque part on va dire a eu, grâce à la mort supposée de Harry Potter, l'envie finalement encore plus irrépressible de se battre. Elle a envie d'être une combattante, elle a envie finalement d'être sur ce terrain-là, et elle va s'en prendre directement à Bellatrix Lestrange, qui évidemment est quelque chose de très très compliqué. Alors on sait que Bellatrix Lestrange fait face à Luna Lovegood et à Hermione Granger et à Ginny Weasley. Les trois réussissent quand même à lui tenir un petit peu tête, mais au fur et à mesure de la bataille, Bellatrix va quand même tenter un petit peu d'élever le niveau, et va envoyer en fait un Avada Kedavra à destination
détermination de Ginny qui va évidemment l'éviter de l'extrême justesse, et c'est à ce moment-là que Molly Weasley va rentrer dans la bataille et va tuer évidemment Bellatrix Lestrange. Ginny, elle, va réussir finalement à survivre et à s'en tirer sans trop d'encombre, et elle va assister effectivement à la défaite de Lord Voldemort, et ce sera la première personne à courir pour retrouver Harry Potter en lui sautant dans les bras et évidemment en l'embrassant. Donc ça, c'était quelque chose qui était extrêmement compliqué. Alors cette bataille de Poudlard, c'est évidemment une bataille qui aura eu beaucoup d'importance pour Ginny, une importance prépondérante. Jamais aucune bataille n'avait été aussi dynamique entre guillemets depuis le début des aventures de Harry Potter. Malheureusement, cette bataille aura vu la mort de Fred Weasley, donc elle perd l'un de ses frères, et c'est une déchirure absolument monumentale pour elle. C'est une déchirure pour toute la famille Weasley. D'ailleurs, c'est aussi une déchirure pour Harry Potter, qui une fois de plus se sent injustement responsable de cette situation, mais au final, comment pourrait-il en être autrement? Cependant, il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est que voilà, Harry Potter est vivant, Ginny Weasley est vivant, Voldemort a été défait, maintenant va pouvoir se construire cette relation, va pouvoir se construire cet embellissement finalement de leur vie à tous les deux. Est-ce que voilà, il n'était pas temps effectivement que tout cela cesse pour qu'ils puissent enfin être heureux tous les deux, malgré le contexte, malgré cette mort absolument atroce. Et bon, c'était des choses voilà qui devaient arriver. Fred Weasley maintenant n'est plus, c'est une déchirure qui restera à jamais évidemment dans les entrailles de la famille Weasley et dans les entrailles de Ginny Weasley, mais bon, malheureusement c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Toutes les guerres font des morts, toutes les guerres méritent des sacrifices. En l'occurrence, c'est le sacrifice de Fred Weasley qui aura une fois de plus encore endeuillé la famille Weasley avec la mort évidemment des deux frères de Molly Weasley lors de la première guerre des sorciers. Donc ensuite, évidemment, c'est une autre page qui s'écrit. Alors c'est une autre page sur laquelle on a un certain nombre d'informations, parfois qui sont relativement incomplètes, parfois qui sont un peu plus complètes, mais surtout c'est dans Harry Potter et l'Enfant Maudit qu'on la découvre véritablement. Alors avant de passer évidemment à l'intrigue de Harry Potter et l'Enfant Maudit, il s'est passé quand même quelques trucs en 19 ans, vous pouvez bien l'imaginer. Tout d'abord, on sait que Ginny va retourner évidemment à Poudlard pour faire sa 7e et dernière année d'études, contrairement à Harry Potter qui lui n'aura jamais fait cette 7e et dernière année puisqu'il partira directement jouer finalement les aurores au ministère de la magie. Ginny, elle, est obligée d'y retourner. Alors comment se passe d'ailleurs la romance entre Harry et Ginny avec cette espèce de romance à distance? Alors on peut imaginer évidemment qu'ils se voient pendant les vacances, qu'ils s'envoient des hiboux de manière assez quotidienne, mais voilà, c'est vrai que pour le coup c'est encore un peu la dernière étape et la dernière petite difficulté qu'ils ont à surmonter tous les deux, c'est de vivre finalement leur amour à distance, avec une qui est coincée à Poudlard et l'autre qui est à la recherche des derniers mange-morts qui courent un peu partout dans le monde magique. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de travail là-dessus à faire sur cette relation, mais c'est vrai que leurs liens sont tellement puissants qu'ils savent parfaitement y résister. On sait qu'à la fin de cette seconde guerre des sorciers, Ginny va partir jouer dans une équipe de Quidditch, et que c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura eu ce mariage absolument extraordinaire avec Harry et Ginny, entourés de tous leurs proches, entourés de la famille Weasley. On sait qu'ils vont avoir 3 enfants, James, Albus et Lily. On sait aussi un peu plus tard que Ginny deviendra donc une journaliste sportive à la Gazette des Sorciers, puisqu'elle sera responsable de toute la section évidemment consacrée au Quidditch. Donc quelque part, Ginny, elle a véritablement réussi quand même sa vie, elle a réussi sa manière de voir les choses, elle a réussi sa manière quelque part de lier son destin à celui de Harry Potter. Elle a su aussi exceller dans un sport magique qu'elle adore depuis toute petite et depuis toute gamine, le Quidditch, et ça pour elle c'était vraiment finalement la belle fin, la belle histoire telle qu'elle aurait dû se terminer, et ensuite on aurait pu dire ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Malheureusement, J.K. Rowling a toujours ce besoin pathologique de complexifier les choses, et ça c'est vraiment le gros problème, puisque vous le savez évidemment, il va y avoir les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit qui vont rentrer en ligne de compte. Alors nous on aime beaucoup Harry Potter et l'Enfant Maudit, on vous en a déjà parlé dans pas mal de vidéos, on vous a déjà fait des vidéos personnages également sur les personnages que l'on découvre dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, et là ça va être pour nous l'occasion finalement de vous parler de Ginny Weasley. Alors Ginny Weasley, c'est une personnalité, comment vous dire, absolument extraordinaire dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, parce que si on a pu parfois se poser la question de savoir si c'était relativement bien que Harry ne termine pas avec Hermione et termine avec Ginny à la fin de Harry Potter et les reliques de la mort, en fait la logique de cette relation entre Harry et Ginny apparaît de manière mais complètement irrémédiable dans Harry Potter et l'Enfant Maudit. Pourquoi? Parce que on voit bien que Harry est en proie aux plus grandes difficultés, lui qui n'a pas eu de père, qui n'a pas eu de
mère, ne sait pas véritablement se positionner vis-à-vis de ses enfants. Il est dans la recherche d'un modèle qu'il ne connaît pas, dont il n'a jamais pu bénéficier, alors que Ginny, elle, aborde les choses de manière beaucoup plus mature que Harry Potter. Et c'est vrai qu'en cela, c'est peut-être la différence entre Harry et Ginny. C'est que Ginny est une jeune femme, et donc une femme dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, qui a toujours eu à faire face finalement à des difficultés qui lui ont permis, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, de gagner en maturité. C'est quelqu'un qui est habitué aux familles nombreuses, c'est quelqu'un qui a eu le modèle d'éducation finalement d'un père et d'une mère et qui est capable de le transposer à sa propre famille, à la famille qu'elle a fondée avec Harry Potter. Et ça, là, pour le coup, c'est vraiment, on voit tout à fait l'apport qu'a Ginny vis-à-vis de Harry. Elle le rassure, elle essaye de lui faire comprendre comment ça se passe, elle essaye, voilà, de l'amener à mieux percevoir son rôle de père vis-à-vis des enfants, alors parfois avec succès, parfois sans succès. On sait que les relations entre Harry Potter et Albus Potter sont très compliquées. On sait que Ginny cherche à faire l'intermédiaire, on sait qu'elle essaie véritablement de construire une relation entre un père et son fils. C'est quelque chose de très complexe, de très difficile, et pourtant elle s'y donne véritablement à fond, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais voilà, malheureusement, c'est vrai que le fait de ne pas avoir eu de père, le fait de ne pas avoir eu de mère, encore une fois, pour Harry Potter est quelque chose de compliqué, et toute l'intrigue de Harry Potter et l'Enfant Maudit tourne autour de ça. Alors évidemment, après, vous connaissez tous l'intrigue de cette formidable pièce de théâtre écrite par J.K. Rowling avec ses deux comparses, mais on va pas revenir sur tous les détails. La vidéo dure déjà depuis plus d'une heure et vous avez peut-être autre chose à faire, mais c'est vrai que nous, on aime particulièrement finalement la voir évoluer dans ce Harry Potter et l'Enfant Maudit, où on voit une personnalité tout à fait extraordinaire et qui évidemment va se joindre à la bataille finale pour défaire une fois de plus Lord Voldemort. Elle sera tout à fait active et proactive évidemment pour défendre ses enfants, et elle n'est pas dans ce sentiment finalement d'être toujours en retrait par rapport à Harry Potter, même si elle est là pour le soutenir, pour l'accompagner et pour l'aimer. Donc vraiment c'est une part de l'intrigue, nous, dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, qu'on adore, où elle révèle d'ailleurs un certain nombre de choses dans son passé. Quand il y a cette discussion entre Harry, Draco et Ginny, où elle dit mais finalement moi aussi j'ai été jalouse du trio que vous avez formé avec Ron et Hermione, parce que c'est quelque chose, voilà, qui était difficile à imaginer. Bon, elle explique tout un tas de choses vraiment qui sont extrêmement pertinentes, et ça pour le coup, nous on a vraiment adoré la découvrir dans ce rôle et dans cette composition là, où on apprend quand même beaucoup de choses sur sa manière de percevoir le monde, sur sa manière de percevoir les choses. Enfin, pour nous, ça a vraiment été un plaisir de la découvrir dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, sous un jour un peu différent de ce qu'on a pu la découvrir dans les 7 premiers volets, mais il y avait là vraiment quelque chose de particulièrement pertinent dans le développement de l'intrigue de Harry Potter et l'Enfant Maudit au sujet de Ginny Weasley. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On est vraiment désolé, mais on pouvait pas faire une vidéo de 10 minutes sur Ginny Weasley. Il y a tellement de choses à dire. On espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de Ginny Weasley. Est-ce que vous êtes d'accord avec les raisonnements qu'on opère à certains moments de cette vidéo? Ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir en discuter avec vous, et on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux personnages. À très bientôt.